Bonjour Guillaume Major, vous étiez présent hier à l'Assemblée Générale de la Ligue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup Diane. Je suis Guillaume Major, donc je suis vice-président d'une association nationale de victimes d'accidents vaccinaux. Je suis bénévole et effectivement j'ai été ravi de participer à cette assemblée générale de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale. J'ai été très impressionné par le travail au quotidien de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale, qui informe de l'actualité liée aux différentes vaccinations. Et nous avons eu des échanges passionnants sur une journée complète qui a été perturbée par l'organisation voilà, la dernière minute d'un autre lieu de l'Assemblée générale, mais des témoignages très forts de victimes d'accidents vaccinaux, dont Sonia, la tante de Sophia, qui est décédée à 17 ans dans le sud de la France il y a maintenant 2 ans, et qui nous a évidemment beaucoup touchés, et nous remercions effectivement sa marraine de pouvoir publiquement témoigner des conséquences liées à des vaccinations et de la difficulté actuellement juridique pour avancer rapidement et de comprendre ce qui s'est passé. Donc des témoignages très forts, émouvants et extrêmement importants entre nous, qui peuvent être aussi accessibles aux citoyens qui ont envie de creuser ces questions. Et puis il y a eu des témoignages aussi d'enseignants qui ont, lors de la crise Covid, été confrontés à des conséquences et des choix citoyens personnels et un combat qu'ils ont mené pour effectivement comprendre qu'on était dans un fonctionnement basé sur la peur, totalement injustifié scientifiquement. Le futur nous l'a montré, et actuellement on en est conscient, et qui ont payé un prix fort, un lourd tribut au niveau professionnel, avec parfois des sanctions, comme certains médecins aussi qui ont décidé de soigner leurs patients lors de la crise Covid, et qui ont eu de très bons résultats du coup. Donc ce sont des témoignages en après-coup qui sont importants, et j'ai pu personnellement avoir beaucoup d'admiration pour ces personnes qui ont combattu et qui se sont posées des questions sans forcément avoir toutes les réponses. Je crois que personne ne détient une vérité absolue, mais il est très important que les citoyens puissent être consultés quand il s'agit de décisions concernant leur santé. Et là, nous avons été dans une situation où ce n'était pas le cas. Donc la Ligue fait un travail très très important. Je ne suis pas un représentant de la Ligue, mais je constate qu'effectivement il y a des actions juridiques aussi pour que la vérité soit remise en place avec des données scientifiques actuelles. Donc c'est évidemment très très précieux du coup. Et il y avait une très bonne ambiance, comme toute assemblée générale. On a hâte que l'année s'écoule pour fêter les 70 ans de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale l'année prochaine. Une association très ancienne qui, de manière communautaire, a beaucoup participé à maintenir des libertés vaccinales pour effectivement certains types de vaccins, puisque heureusement que tous ne sont pas obligatoires actuellement en France, et nous en reparlerons peut-être. Il y a effectivement des vaccins qui sont obligatoires et qui peuvent présenter des conséquences, d'où effectivement la création plus jeune de notre association il y a 26 ans maintenant, lors de la campagne de vaccination contre l'hépatite B, pour défendre les victimes qui ont été soit dans un cadre par exemple de soignants qui devaient subir cette injection, ou de citoyens confrontés au vaccin contre l'hépatite B, et qui a entraîné du coup un nombre important de victimes et de problèmes neurologiques, voilà, qui a permis du coup aux autorités à un moment de santé d'arrêter cette campagne massive de vaccination. Alors votre association, c'est le REVAP, c'est ça? Et en fait, ça a été créé au moment de ce vaccin hépatite B ou un peu avant?
Oui, tout à fait. C'est vraiment après cette campagne de vaccination massive des Français que certains neurologues ont alerté immédiatement les autorités d'un certain nombre de problèmes qu'ils constataient soit à l'hôpital public, soit en cabinet privé, liés à la vaccination contre l'hépatite B et donc du vaccin contre l'hépatite B, avec des effets qui ont été assez rapides dans les semaines qui ont suivi la vaccination ou quelques mois. Et après, on a pu étudier, par exemple, pour les scléroses en plaques, des développements un peu plus longs en termes d'effets secondaires indésirables graves des vaccinations, ce qui pose juridiquement parfois une complexité de causalité, d'interprétation du lien de causalité de la vaccination, et nous devons encore travailler pour convaincre effectivement un grand nombre de professionnels de santé sur ce lien très, très particulier. Il y a les CEP, mais il y a aussi bien sûr d'autres maladies neurodégénératives. CEP, c'est les scléroses en plaques, hein, c'est ça? Est-ce que cette association s'est créée par défaut étatique en fait pour venir en aide aux victimes? Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le champ citoyen qui s'est mobilisé de manière complémentaire, bien sûr, aux autorités quand même de l'État qui ont, vous le savez, en France, une pharmacovigilance, mais qui est tout à fait insuffisante, puisqu'il y a un consensus mondial qui montre que nous sommes sur des sous-notifications des effets indésirables des vaccinations de 1 à 10%. Ça veut dire qu'en fait, quand il y en a une de déclarée, on peut se dire qu'en fait, derrière, il y en a soit 10, soit 100. Hein. C'est ça que ça veut dire, hein, donc ce qui est déclaré officiellement. C'est exactement ça. Et donc, du coup, nous avons participé à l'époque à faire remonter, à aider la pharmacovigilance officielle pour lier les dossiers et faire remonter la présence des effets secondaires supposés et qui ont été évidemment étudiés et qui permettent après d'adapter les notices des vaccinations et de comprendre les effets secondaires scientifiquement. Sans ces remontées des citoyens, sans les déclarations à la pharmacovigilance qui est évidemment extrêmement nécessaire dès qu'un citoyen s'interroge sur un lien éventuel de causalité avec une vaccination, il est très important du coup de pouvoir faire remonter cela. Il y a les obligations des professionnels de santé qui ont une obligation de déclaration, hein. Ce n'est pas à leur bon vouloir, c'est vraiment une obligation professionnelle. Bien sûr, cela leur demande du temps. Ils n'ont pas prouvé le lien de causalité de l'effet indésirable de leurs patients, déclaré par leurs patients ou constaté, mais déclarer leur suspicion de façon à ce que le cas soit étudié postérieurement. Donc en fait, vous avez beaucoup alimenté en fait d'informations la NSM et tout ça, ou la pharmacovigilance en fait. Tout à fait, en travaillant en partenariat effectivement sur les dossiers dans un cadre bien sûr de confidentialité des données médicales et d'améliorer. Et puis en 2018, nous nous sommes ouverts aux victimes de tous les vaccins. Au moment de la vaccination des enfants, des 11 vaccins obligatoires en France pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, avec une interrogation très particulière, puisque vous le savez, les nourrissons sont actuellement vaccinés contre l'hépatite B. Or, les modes de contamination sont par mode sexuel de transmissibilité ou par voie sanguine ou materno-fétale. Et donc, il n'y a aucun intérêt pour un nourrisson d'avoir cette valence et un coût sanitaire, effectivement. Et nous commençons à avoir effectivement des interrogations et des enfants qui présentent un certain nombre de symptômes, de démyélisation particuliers qui peut être précurseur de pathologie. Donc une vigilance évidemment importante est à avoir au niveau de la pharmacovigilance. Et nous demandons, bien sûr, sans être une association anti-vaccinaliste, que là, on sorte le vaccin de l'hépatite B des nourrissons. C'est vraiment une aberration, d'autant plus que les conséquences lors de la première campagne de vaccination massive ont été importantes. Alors, il y a la masse de la population, et puis il y a surtout ce qui nous intéresse au RIVAV, les situations individuelles. C'est vraiment quelle est la conséquence d'une vaccination pour une personne dans une famille donnée. Est-ce que du coup, vous avez des démarches envers les politiques, les décisionnaires, le ministère de la Santé ?
Oui, tout à fait. Ouais. On essaie d'être à l'interface autant que faire se peut effectivement des instances. Nous leur écrivons régulièrement avec souvent une absence de réponse et de prise en compte directe, ce qui est très touchant pour les victimes qui vont perdre leur emploi, qui développent des pathologies très handicapantes, qui ont leur vie parfois bouleversée, sans parler des décès liés à la vaccination. J'étais récemment à un colloque européen du Conseil de l'Europe et des intervenants découvraient qu'il pouvait y avoir des décès liés à la vaccination. On pense que la vaccination n'a aucune conséquence et l'idée c'est de ne pas avoir peur de l'acte vaccinal mais quand même de s'interroger sur le bien fondé de notamment pour mesurer le bénéfice-risque et garder un consentement. Donc les gens qui viennent vers vous, on va dire les victimes, ça se passe comment? Ils vous appellent ou qu'est-ce que vous pourriez on imagine votre quotidien? Bien, merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment un accompagnement. On essaie de créer un lien, bien sûr, avec les victimes qui nous contactent, de répondre, bien sûr, à leurs questions. Elles ont besoin de comprendre comment se soigner, quel a été le lien et l'impact de la vaccination. Et certaines se demandent effectivement des réparations auxquelles elles ont droit, que ce soit dans un cadre de vaccination obligatoire ou de vaccination non obligatoire, comme par exemple le garde-asile qui va être proposé aux adolescents à la rentrée 2023 en France et qui est un vaccin très problématique puisque officiellement on doit être à peu près à 1 millier des effets secondaires indésirables graves, donc ce sont des décès, ce sont des pathologies. Quand vous dites 1 millier, c'est quel chiffre par rapport à quoi? Alors c'est 1 millier depuis la vaccination, depuis l'utilisation du garde-asile en France. Ces autorités officiellement ont reconnu 1000 effets indésirables graves liés à la vaccination du garde-asile. Et donc en augmentant l'exposition et de la population à ce vaccin, on aura des problèmes de santé publique et des réalités de souffrance humaine très importantes et handicapantes. Il y a des décès du garde-asile liés à des adolescentes qui sont décédées après cette vaccination alors qu'elles n'avaient aucun problème de santé. Je vous rappelle, et je ne vous l'apprends pas, que la vaccination concerne en général les gens en bonne santé, en général, en tout cas pour la population générale, et les conséquences peuvent être rapides dans les semaines ou mois à venir. Donc voilà, il faut être extrêmement vigilant. Il y a un coût sanitaire énorme pour le garde-asile. Actuellement, le coût pour la France est d'1,7 milliard d'euros. Donc ce sont des dépenses. Le prix de la dose se situe entre 116 et 130 euros. C'est un coût sanitaire avec nos impôts et les données publiques qui sont importants. Est-ce que c'est bien nécessaire, en sachant qu'il y a des controverses scientifiques sur l'utilité de ces vaccinations et surtout que ce sont des produits présentant des adjuvants aluminiques qui sont très problématiques en termes de santé publique. Nous avons en France une deuxième association de victimes d'accidents vaccinaux qui s'appelle le 3e et qui travaille beaucoup sur la question des adjuvants aluminiques puisqu'elle développe des pathologies comme des myofascites à macrophages très handicapantes. Oui, a priori, certaines personnes n'arrivent pas à éliminer l'aluminium et du coup, ça pose des problèmes. D'accord. Alors donc, vous êtes venu... est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous fonctionnez peut-être en lien avec la Ligue? Est-ce que vous échangez régulièrement? Est-ce que avec la Bien sûr, si vous voulez, il me semble que le temps du judiciaire est évidemment très long et complexe pour les victimes. Donc l'idée c'est d'intervenir à un niveau préventif en termes de santé publique et de vraiment pouvoir se mettre collectivement à débattre de ces sujets de santé qui nous concernent tous puisqu'ils concernent parfois des vaccinations pour toute la population sur certains types de vaccins. Et donc l'idée c'est d'avoir un débat public préventif et de compréhension. Donc en plus de l'accompagnement des victimes et au niveau juridique, effectivement nous essayons de participer à une réflexion commune avec la Ligue pour effectivement maintenir des droits fondamentaux d'utiliser des produits de santé ou pas pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous et de participer vraiment à des mécanismes de compréhension des conséquences éventuelles
éventuelle des vaccinations. C'est un peu comme si on fait une prévention du tabagisme ou voilà, on connaît les risques. L'idée, c'est de pouvoir se positionner et chacun, à un moment, doit pouvoir, dans le cabinet médical ou dans l'établissement de santé qui va délivrer une vaccination, pouvoir se positionner. Par exemple, à l'automne 2023, les organes internationaux vont imposer et vont proposer un nouveau vaccin, disons sur la lignée XBB d'Omicron, dans le cadre des vaccins contre le SRAS-CoV-2. Et des enfants, il est programmé qu'à l'automne, en France, des enfants de plus de 6 ans soient vaccinés à une dose, que les enfants de moins de 6 ans soient vaccinés entre 2 et 3 doses. Donc voilà, hein, quand vous avez 5 ans et 11 mois, vous aurez 2 à 3 doses, et hop, vous passez à 6 ans et vous n'aurez plus qu'une dose de ce vaccin. Et pour les plus de 65 ans, il y aura une dose tous les 4 mois, avec un rappel tous les 4 mois. Les données sont uniquement faites à base des données des laboratoires. Il n'y aura pas d'essais cliniques sur ces nouveaux vaccinations, et donc on va avoir des conséquences là aussi de ces vaccinations. Il faut que les gens puissent être informés rapidement de ce qu'on va leur proposer et faire des choix en connaissance de cause. Bon, voilà, un booster tous les 4 mois à 65 ans, sur des données d'une étude finlandaise qui montre que des personnes de plus de 80 ans sur cette étude ont eu des problèmes de manière plus importante que les personnes qui n'avaient pas utilisé ce booster. On se pose effectivement beaucoup de questions. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur les processus de représentation du risque pour que, en termes de santé publique, on n'expose pas la population à des risques inutiles qui ont un coût sanitaire et qui posent des problèmes. Mais vous me confirmez que en fait, ces vaccins qui vont être proposés n'ont pas été testés? Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas été testés, c'est que c'est une nouvelle composition du vaccin. Ce n'est pas vraiment un nouveau vaccin, c'est une évolution de la vaccination et qui est réadaptée. Mais voilà. Il n'y a pas eu d'essais cliniques comme les autres en fait. Ils changent la composition, de ce fait-là, ils s'autorisent à ne pas faire d'essais cliniques. Tout à fait. Ok. C'est ça. C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant, et seules les données des laboratoires sont prises en compte. Voilà. Et les laboratoires, vous savez, participent aussi à la pharmacovigilance, à la surveillance des conséquences. Hein. Ils ont une organisation qui permet bien sûr d'adapter, par exemple, les recommandations et les listes des effets secondaires officiels des vaccins évoluent. C'est ce qui a permis d'adapter par exemple l'AstraZeneca lors de la période Covid. Mais ce qu'on constate, c'est que ils ne réagissent pas à des signaux d'alarme importants. Par exemple, sur le Gardasil, on voit une promotion de ce type de vaccins alors qu'ils sont problématiques et qu'on sait déjà historiquement qu'il y a eu des problèmes. Voilà. Avec des données qui n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Donc vigilance, il est vraiment important pour la population de poser des questions, d'aider nos adolescents aussi à s'interroger sur ces questions complexes et de ne pas prendre pour argent comptant que la vaccination est à faire sans regarder sans se poser de questions avant et sans mesurer l'éventuel bénéfice-risque. Parfait. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Autre chose à dire? Oui, merci beaucoup à Dépêche Citoyenne de nous permettre aussi de pouvoir avoir des espaces de transmission, d'échange. Le REVAV reste bien sûr à la disposition de tout citoyen et citoyenne qui s'interrogerait sur des effets secondaires liés à la vaccination, et nous serons évidemment très ouverts. Il n'est pas question d'être adhérent à l'association. Nous avons une ouverture pour participer de manière collective et améliorer modestement
des produits de santé et surtout que nous nous réunissions collectivement et que nous puissions accompagner les victimes sur des processus longs juridiques qui ont du sens, puisque cela permet à un moment de prendre conscience des effets secondaires des vaccins, et nous remercions aussi toutes les victimes qui acceptent de témoigner quand elles sont bien sûr en capacité de le faire physiquement ou intellectuellement, parce qu'elles participent vraiment à une réflexion de fond et une ouverture sur la compréhension des conséquences et des réalités humaines de santé publique, et de rappeler qu'un acte vaccinal doit se faire de manière individuelle et jamais de manière collective, jamais dans le cas de grossesse pour les femmes qui présentent beaucoup trop de risques, et qu'il faut vraiment que nous revenions sur des fondamentaux dans l'avenir. Merci beaucoup à vous, Diane. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir.